Alors, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Pour la dernière conférence de la journée, nous accueillons Ada Ackerman, qui va parler de la viande, aliment de la révolution, poétique de la boucherie dans le cinéma de Sergei Eisenstein. Donc, Ada Ackerman est chargée de recherche au CNRS, dans l'unité de recherche Talim. Elle est spécialiste donc, du travail d'Eisenstein, qu'elle cherche notamment à envisager dans une perspective d'histoire de l'art. Elle s'intéresse donc aux relations entre cinéma et art plastique, à l'intermédialité ainsi qu'au transfert culturel entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. Elle a publié Eisenstein et Daumier, des affinités électives chez Armand Collin en 2013 et elle prépare actuellement Reading with Eisenstein, un ouvrage collectif consacré à la bibliothèque et aux lectures d'Eisenstein ainsi qu'une exposition pour le Centre Pompidou-Metz prévue pour l'automne 2019 qui s'appellera L'œil extatique, Eisenstein et les arts. Elle a assuré pour le Musée d'art et d'histoire du judaïsme le commissariat de l'exposition Golem, Avatar d'une légende d'argile en 2017, dont elle a dirigé le catalogue, et elle travaille également sur une anthologie littéraire consacrée à la figure du golem. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir et merci. Je dois dire que je suis très heureuse d'intervenir sur un aussi beau thème que celui du partage. Et j'espère vous montrer combien le travail d'Eisenstein rend hommage à cette notion. C'est vrai que lorsqu'on prononce ce terme de partage dans les arts, le nom du cinéaste soviétique Eisenstein s'impose assez facilement, puisque, vous le savez sûrement, dans ses films, et notamment ses premiers, Eisenstein se donne pour mission de contribuer à doter la nouvelle société soviétique d'une mythologie, d'une martyrologie révolutionnaire. Et donc il cherche à traduire en images, à exalter le souffle révolutionnaire, l'aspiration à créer une société plus juste et plus égalitaire. Et donc, comme vous le savez sûrement, ces films des années 20 se consacrent soit à retracer des épisodes marquants de l'histoire révolutionnaire russe, Révolution de 1905, Révolution d'octobre, soit à illustrer des processus de transformation sociale et politique, comment faire une grève, la collectivisation des campagnes. Toutefois, plutôt que de privilégier, par exemple, l'analyse de son traitement de la foule ou du soulèvement, des thèmes qui ont fait l'objet d'énormément d'analyses, et c'est vrai qu'Eisenstein est de ces cinéastes, de ces artistes, au sujet desquels la bibliographie semble proliférante et inépuisable. Donc plutôt que de m'attarder sur ces thèmes désormais classiques dans les études qui lui sont consacrées, j'ai choisi pour aujourd'hui, pour cette intervention, de me consacrer à un objet, un motif a priori plus inattendu, plus surprenant, à savoir la viande. Comme je voudrais vous le montrer, ce motif de la viande intervient de manière récurrente chez Eisenstein et constitue, pour ainsi dire, un fil rouge de sa poétique, du moins dans ses films dits muets. Alors chez Eisenstein se cristallisent autour de la viande différents enjeux qu'on explorera aujourd'hui. D'une part, l'assimilation du prolétariat au bétail, afin de signifier tout d'abord la négation de la part des oppresseurs de la valeur des individus, qui ne valent pas plus que du bétail, et d'autre part, le désir des oppresseurs de désarticuler une communauté qui se soulève. Deuxième point, la viande, cette fois-ci, en tant qu'enjeu alimentaire, un enjeu vital qui va constituer en tant que tel un moteur de la révolution, qui va fonctionner comme une articulation, comme une charnière pour une communauté qui se constitue et qui peut symboliser la possibilité d'existence future et harmonieuse de cette communauté. Et donc, chez Eisenstein, ce deuxième axe va osciller entre deux pôles que j'ai intitulés d'une part la viande-pourriture, d'autre part la viande-nourriture. Enfin, troisième point, dans une perspective plus large, plus théorique, la découpe de la viande chez Eisenstein renvoie de manière plus générale à l'opération de découpage, de montage qui caractérise, selon lui, l'activité cinématographique et qui apparaît dès lors comme littéralement un art de la boucherie. Cette exploration de l'univers eisensteinien via le motif de la viande se centrera aujourd'hui essentiellement autour de trois films pris ensemble qui ainsi semblent se répondre. La grève, le cuirassé Potemkin et la ligne générale.
Et vous allez le voir, je vais montrer un certain nombre d'extraits. J'ai choisi vraiment, pour clore cette journée, de privilégier l'image, de laisser parler l'image en mouvement. Avant de commencer, j'aimerais simplement remercier Joanne Lamoureux de l'Université de Montréal, qui m'a aiguillée vers cette piste de la viande, puisqu'elle animait à l'Université de Montréal un séminaire de recherche qui se consacrait au rôle dévolu à la représentation des abattoirs dans la culture de la première moitié du XXe siècle. Et ce séminaire a donné lieu à une publication que je vous recommande, qui s'appelle « Le travail de la viande » dans la revue Intermédialité. Alors, je vais commencer à propos de cette question du prolétariat bétail, et peut-être que vous savez déjà où je vais en venir, avec le premier long métrage d'Eisenstein, La Grève, en 1924, qui marque le passage d'Eisenstein du théâtre au cinéma. Et c'est un film qui est réduit par rapport au projet initial d'Eisenstein, qui devait s'intituler « Vers la dictature du prolétariat ». Finalement, il s'est concentré sur, comme le titre l'indique, une grève, à savoir comment une grève se déclenche, comment une grève se déroule, comment une protestation spontanée peut s'organiser et comment, dans certains cas, cette protestation va être réprimée. Donc c'est un film qui est inspiré de faits historiques réels, les grèves de 1903 à Rostov-sur-le-Don qui avaient mobilisé plus de 500 usines. Mais pour ceux qui ont en mémoire le film, vous vous souvenez sûrement que le film a une portée beaucoup plus générale. Il cherche à montrer avant tout comment une grève se monte. Et donc l'intrigue est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une provocation qui est orchestrée par les actionnaires, qui conduit au suicide d'un ouvrier, et parce qu'il est accusé injustement de vol. Et ce suicide va provoquer l'embrasement du personnel de l'usine, une grève qui va être très sauvagement et violemment réprimée dans le sang. Et la grève doit en très grande partie sa célébrité à sa séquence finale qui montre le massacre, littéralement, des grévistes, un massacre qui est comparé, grâce au montage, à une tuerie dans un abattoir. Alors, cette comparaison entre le bétail et le prolétariat, elle est assez classique. Joanne Lamoureux, dans son article, rappelle bien que l'abattoir a souvent été utilisé comme une figure emblématique du grand capital, notamment depuis l'ouvrage The Jungle d'Upton Sinclair. Et Upton Sinclair est d'ailleurs un écrivain avec lequel Eisenstein aura beaucoup de contacts par la suite. Et donc The Jungle qui se déroule dans les abattoirs de Chicago. Et les ouvriers qui travaillent, enfin les employés, ne sont pas mieux traités que les bêtes qu'ils abattent. Ils sont tout autant démembrés et réifiés que ce bétail mis à mort. Je rappelle aussi que bien souvent, le capitalisme est associé au dispositif de l'abattoir parce qu'historiquement, Ford aurait eu l'idée des chaînes de montage automobiles en visitant les usines à viande de Chicago et en s'émerveillant devant leur efficacité, leur rationalité. Alors, vous allez le voir dans la séquence que je vais vous montrer, c'est vrai que chez Eisenstein, cet abattage ne se fait pas de manière industrielle, mais il est tout de même symptomatique qu'il recourt à cette comparaison de l'abattoir pour parler de l'exploitation des ouvriers par les capitalistes, une exploitation littéralement mortelle et implacable. Donc je vous laisse découvrir ou revoir cette séquence mythique qui nous fait entrer dans le cœur de notre sujet.
Alors, cette séquence qui n'a rien perdu de sa puissance doit beaucoup, vous l'aurez remarqué, à ce montage parallèle qui permet de comparer ce massacre des ouvriers à celui du bétail. Et en fait, si on regarde au niveau formel, cette séquence doit aussi son efficacité au fait que les morceaux, la terminologie est importante, les morceaux de montage sont eux-mêmes des images découpées, fragmentées. Et Eisenstein le revendiquait en expliquant dans un texte intitulé Dramaturgie de la forme filmique qu'il était absolument indispensable pour obtenir un effet émotionnel maximal de ne pas montrer des images entières, mais bien de les découper, de les fragmenter. Je le cite. Un meurtre sur scène agit purement physiologiquement. Filmé en un seul morceau de montage, il agit comme information, comme un titre. Émotionnellement, il ne commence à agir que lorsqu'il est présenté dans des fragments de montage, dans des morceaux de montage dont chacun évoque une certaine association qui ensuite s'additionne en un complexe global du sentiment émotionnel. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde cette séquence, on remarque qu'il y a très peu d'éléments qui sont filmés en entier, en intégralité. Très souvent, les corps sont découpés. J'ai pris cet exemple des mains qui est assez caractéristique parce qu'il renvoie déjà à cette mutilation qui se produit, à ce massacre. La séquence doit aussi beaucoup de sa force au fait que des matériaux extrêmement hétérogènes sont associés et enchaînés. On a des variations d'échelle. On passe par exemple de l'un au multiple, comme on le voit bien dans ce découpage d'Eisenstein. Tête d'un taureau, 500 travailleurs. On a aussi une variation dans les diagonales, dans les perspectives. Et aussi, évidemment, cette variation entre le matériau humain et le matériau animal. Autre élément, voilà, donc ces variations dynamiques d'échelle. Et puis, bien entendu, des éléments comme ceux-ci sont extrêmement expressifs parce qu'ils évoquent aussi l'animal. Ces doigts tendus, extraits de leur contexte humain, peuvent déjà évoquer aussi les cornes des taureaux. Donc j'ai insisté sur cette importance de la découpe, de la fragmentation, mais en fait cette esthétique de la boucherie, elle va même plus loin parce qu'Eisenstein considérait qu'il fallait jusqu'à marteler, fendre la psyché du spectateur lui-même. Donc c'est vraiment, il s'agit d'attaquer littéralement la chair du spectateur, sa psyché. Je le cite, c'est son expression très célèbre d'un ciné-point, puisqu'il aspire à fendre les crânes avec un ciné-point, y pénétrer jusqu'à la victoire finale, et maintenant, devant la menace de contamination de la révolution par l'esprit quotidien et petit bourgeois, fendre plus que jamais. Mais je reviendrai en conclusion à cet aspect du cinéma comme boucherie pour Eisenstein. La puissance de cette séquence finale doit aussi au fait que pendant tout le film, certains éléments sont distillés qui vont annoncer ce massacre. Tout d'abord, comme je vous le disais en introduction, ce qui provoque la grève, c'est l'accusation injuste de vol que subit un ouvrier. Et cet ouvrier va se suicider. Et dans la séquence où il se suicide, vous allez le voir, il est assimilé en fait à une viande suspendue dans un contexte industriel qui est celui de l'usine. Donc on a déjà en filigrane, en sous-texte, ce vocabulaire, cette thématique de l'abattoir qui se dessine. Et vous aurez remarqué qu'à aucun moment on ne voit le corps en entier. Là aussi, le corps est fragmenté, comme dépecé.
Ce motif du corps suspendu, comme crocheté, est repris et décliné à travers le film sur différents modes. Sur un mode burlesque, par exemple, au moment où débute la séquence où l'on entre dans le repère dit des mouchards, des traîtres, un repère qui est signalé par un dispositif assez étrange et curieux, à savoir des chats suspendus. Voilà, donc là, je vous montre simplement des images. Et ce motif du corps suspendu va être repris cette fois-ci de manière beaucoup plus tragique au moment d'une première salve de répression. En fait, une cavalerie poursuit des grévistes jusque dans leur quartier. Et à un moment, un des cavaliers va saisir un enfant et le jeter de haut. Et ce meurtre, en fait, reprend tout autant ce motif de l'ouvrier qui se pend, et un ouvrier, je le rappelle, qui était innocent. Donc là, l'enfant qu'on jette est la figure par excellence de l'innocence sacrifiée. Mais par ailleurs, il annonce aussi ce massacre de grande ampleur qui va clore le film. Autre élément qui prépare l'impact de cette séquence finale, le fait qu'on va voir du liquide qui se renverse. Et notamment, à un moment, un encrier est jeté avec fureur par un des actionnaires de l'usine. Et la manière dont il se répand va annoncer le sang des bêtes qui va se répandre. Et vous allez voir que le fait qu'on soit en noir et blanc favorise ce jeu d'association. Autre liquide qui annonce ce sang, cette fois-ci le vin, à savoir ces actionnaires qui sont d'ailleurs extrêmement gras. Ça, c'est une rhétorique classique chez Eisenstein, de montrer que littéralement l'actionnaire, le patron, s'engraisse sur le dos de l'ouvrier. Au moment où ils lisent les revendications des grévistes, ils les déclinent, ils les trouvent complètement indécentes et insoutenables, et se console de l'affront, entre guillemets, subi en dégustant du vin qui, là encore, annonce le sang qui va être versé. Et toujours dans un même registre, on reste avec nos actionnaires. Là, on va déjà avoir ce motif et ce procédé du montage parallèle, puisqu'on va voir un des actionnaires presser de manière implacable un citron au moment où la cavalerie charge les grévistes. Donc là encore, c'est une manière d'annoncer ce qui va se passer.
L'efficacité de cette comparaison entre le bétail et les grévistes est également favorisée par le fait que dans tout le film, on a un jeu d'association qui se met en place entre le monde animal et le monde humain. Et à cet égard, Eisenstein était très marqué et inspiré par la physiognomonie de l'avatar, qui consiste, en attribuant un animal à une personnalité, à en révéler les traits et les caractéristiques. Et donc, par exemple, à un moment assez célèbre du film, on voit des mouchards qui sont désignés par des sobriquets animaux qui vont révéler leurs qualités. Donc, par exemple, la chouette qui est tout le temps en train de guetter ou le renard qui ruse. Alors, j'aimerais faire un saut par rapport à un autre film, Octobre, où on retrouve également cette association très forte entre le monde animal et le monde humain pour désigner une répression. Donc cette fois-ci, c'est une répression en 1917 d'une manifestation par le gouvernement provisoire. Et cette répression va être cristallisée, incarnée par un cheval fusillé, et un cheval qui va lui aussi être suspendu, donc on retrouve ce motif de la suspension, et qui va chuter. Et ce cheval incarne donc cette répression sauvage à l'encontre d'innocents. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette séquence parce que c'est une des plus belles séquences de la cinématographie d'Eisenstein, donc c'est dans Octobre 1927. Et évidemment, c'est préparé par tout un ensemble d'actes cruels, sadiques, de découpe. C'est très difficile de couper un extrait pareil. Là, vous aurez remarqué que le fait que cette jeune insurgée à la chevelure magnifique, en fait, le fait qu'on ne voit pas son visage, permet aussi de mieux se concentrer sur le cheval comme symbole de cette répression. Et vous aurez aussi remarqué que le cheval chute à plusieurs reprises. Il y a tout un jeu sur la temporalité et la restitution de cette action
Et le fait qu'il tombe à plusieurs reprises, ce qui n'est évidemment pas plausible, de manière qui n'est pas réaliste, c'est une façon d'insister sur le poids de cette action et sur cette chute dramatique. Alors je passe maintenant au deuxième axe, cette viande qui va fonctionner cette fois comme un aliment moteur de la révolution. Et je vais ici vous parler du film qui est probablement le plus célèbre d'Eisenstein, à savoir Le Cuirassé Potemkin, un film qui retrace la mutinerie de 1905 du Cuirassé Potemkin, au bord duquel des matelots excédés par le traitement inhumain qu'on leur réservait, se sont révoltés, et ça s'est cristallisé autour du fait qu'on leur a servi de la viande avariée qu'ils ont refusée. Et c'est à partir de là que leur insurrection a commencé. Alors le Cuirassé Potemkin, c'est vraiment un film idéal pour évoquer le partage, parce que c'est le film par excellence pour célébrer la notion de fraternité, d'unité. Tout au long du film, on décline les slogans « un pour tous pour un », on entend le cri « frère ». Donc c'est vraiment un film du partage par excellence. Et ce n'est pas anodin, justement, que tout parte d'une question de viande, de nourriture. Alors je vais vous montrer donc cette fameuse séquence. C'est au début du film où on découvre, avec les matelots, qu'on leur sert une viande pourrie. Et malgré leurs protestations, le commandement n'entend rien et veut les forcer à consommer cette viande pourrie. Alors évidemment, vous allez le voir, cette viande avariée va cristalliser l'inhumanité du traitement qui est réservé aux matelots, puisqu'on néglige jusqu'à leurs besoins les plus vitaux. Et évidemment, de manière plus générale, cette viande pourrie va symboliser la pourriture de l'ordre établi, la déchéance de l'ordre économique et social d'alors. Donc vous allez le voir, la viande y joue vraiment le rôle d'un acteur à part entière. Elle est très souvent filmée, détaillée. Ça, c'est très fort aussi, cet animisme de la viande avariée. On a toujours cette idée du traitement inhumain, les chiens, les Japonais.
Alors après, bon, voilà, on les force à consommer cette viande. Et ceux qui refuseront de manger la soupe issue de la viande seront menacés d'exécution. Alors si vous regardez le film, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas vu ou à le revoir, vous verrez que toute la séquence qui suit montre comment on va préparer cette viande. Et cette séquence, elle est extrêmement puissante en raison notamment de ce gros plan sur la vermine. Et ce gros plan sur la vermine qui suscite, je pense que c'est toujours actif aujourd'hui, qui suscite le dégoût, correspond à une notion extrêmement importante pour Eisenstein, à savoir l'attraction, qui est un peu le moteur de l'efficacité au cinéma pour lui, et qu'il définit ainsi, je le cite. Alors c'est une définition qu'il crée d'abord pour le théâtre et qu'il va ensuite transposer au cinéma, mais ce qu'il décrit là reste tout à fait valable pour le cinéma. Est attraction, dans son aspect théâtral, tout moment agressif du théâtre, soit l'un quelconque de ces éléments, dès lors qu'il soumet le spectateur à une action sensorielle ou psychologique, expérimentalement vérifiée et mathématiquement calculée pour obtenir des chocs émotifs déterminés, chocs qui réunissent et réalisent à leur tour la condition de possibilité de perception du moment idéal du spectacle, de la conclusion idéologique finale. Et parmi cet arsenal d'attraction, Eisenstein considérait que tout ce qui avait trait à la répulsion, au dégoût, était extrêmement puissant pour susciter une réaction physiologique violente chez le spectateur. Voilà, je le cite. Le répulsif, tant par la force immédiate de l'impression produite qu'en raison de son appartenance aux instincts primaires les plus profondément enracinés, proche de la tâche essentielle de préservation de l'individu qui donne en définitive son sens au dégoût, est un des moyens les plus forts de produire un effet d'attraction. Et donc effectivement, ce moment où, sans qu'on s'y attende, on est soumis à ce gros plan de la vermine est une parfaite illustration de ce qu'Eisenstein cherche à faire avec l'attraction et avec cette vermine-là. Ceci dit, vous y avez peut-être été sensible lorsque vous avez vu la séquence, ce motif des vers grouillants est déjà annoncé par plusieurs éléments formels dans la séquence. On a tout un jeu de lumière à travers des grillages qui se projettent sur les figures et qui créent déjà ces motifs fourmillants. Et puis, toutes les casquettes des matelots, prises de haut, lorsqu'ils bougent ensemble, forment aussi un ballet grouillant qui annonce et rappelle tout au long du film la cause de la révolte, à savoir la vermine. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant que les matelots ne découvrent qu'on va leur servir de la viande avariée, ils ont déjà été victimes d'une injustice qui va préparer et conditionner la suivante, à savoir qu'ils se sont fait battre sans raison par leurs supérieurs, dans une séquence où, bercés dans des hamacs, ils apparaissent déjà comme de la chair, de la simple viande suspendue. Vous allez voir que la manière de filmer les corps fait de ces matelots de la chair avant tout. Et justement, comme je vous le disais, on menace les matelots qui ne voudraient pas consommer la soupe issue de la viande de les exécuter. Et les matelots menacés imaginent leur sort. Et donc ils se voient, c'est une image fantasmatique, ils se voient déjà pendus au mât.
Et là aussi, donc, on a déjà cette suggestion en tout cas, on retrouve ce thème d'un devenir animal, d'un devenir carcasse par suspension dans le Potemkin. Et là, c'est intéressant parce que c'est lié au refus justement de consommer une viande qui serait avariée. Alors, si on passe maintenant dans le versant positif de cet axe, on va voir comment la viande peut aussi agir comme un moteur de révolution du moment où elle est présentée comme une promesse pour cimenter une société, pour souder une communauté. Et là, je vais essentiellement vous parler du film La Ligne Générale, qui s'appelle aussi L'Ancien et le Nouveau. Et c'est un film qui devait célébrer la victoire de Nouveau sur l'Ancien, un nouveau qui a été mis en place grâce à l'industrialisation, grâce à la collectivisation du pays. Et il s'agissait donc dans ce film de se moquer de l'ordre ancien, archaïque, et de montrer à quel point la paysannerie était arriérée avant cette industrialisation massive. Alors, je rappelle simplement rapidement l'intrigue pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou qui ne s'en souviendraient pas. Le film est centré autour d'une héroïne, Marfa Lapkina, qui, fatiguée de voir son village dans la pauvreté, cherche à en sortir en modernisant les structures agricoles de son village et en procédant justement à la mise en commun des ressources, à la collectivisation. Et dans ce cadre, dans cette aventure-là, le bétail, la viande vont jouer un rôle absolument crucial, puisque l'un des enjeux de Marfa est d'acquérir un taureau qui sera capable d'assurer pour le village la fécondation et donc le renouvellement du cheptel bovin, et par conséquent d'assurer au village une industrie laitière conséquente. Alors, tout le film est centré sur cette question, enfin, en tout cas de manière récurrente sur cette question du bétail. Et au début, on commence par évidemment une insistance sur la maigreur du bétail existant, une maigreur qui bien sûr symbolise la pauvreté du village et qui s'oppose au ventre proéminent des femmes enceintes. Et leur situation de femme enceinte rend d'autant plus désespérant et criant la nécessité que le bétail se remplisse, devienne plus replaît. Alors, il y a aussi tout un jeu d'opposition avec les possessions extrêmement opulentes des koulaks, des riches voisins, qui quant à eux ont des bœufs, des chevaux extrêmement corpulents. Et leur corpulence et leur bonne santé est d'autant plus rendue visible par Eisenstein par l'utilisation de l'objectif 28 mm qui permet d'apposer le premier plan avec l'arrière-plan et donc de doter les animaux de proportions absolument gigantesques. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'évidemment les propriétaires sont eux-mêmes extrêmement corpulents et s'opposent en tout à l'indigence et à la pauvreté du village voisin. Alors, je vais vous montrer une séquence assez comique par rapport à cette question du bétail et donc de la promesse de viande qu'il suppose. Le moment où Marfa, grâce à ses efforts, a réussi à acquérir un taureau pour le village, et on va procéder à un rituel de mariage entre le taureau et une vache. Donc là, on va retrouver cette anthropomorphisation qui est chère à Eisenstein. Et donc vous allez voir, c'est un moment assez délirant que je vous laisse donc découvrir. Alors déjà, cet accroissement symbolise la viande future et la richesse future.
fruit de l'idylle et de l'extase amoureuse d'un couple de bovins, avec ce recours à la surimpression qui permet aussi d'exprimer les fantasmes et les rêves, y compris du point de vue des deux mariés. Et donc voilà, là on a ces ressources futures en viande qui sont assurées par cette union. Et dans un registre tout aussi fantasmatique, je vais vous montrer maintenant une autre séquence où Marfa, qui est satisfaite d'avoir réussi à mettre en place des processus de collectivisation, commence à rêver au futur de son village. Et donc, notamment, ça va commencer par cette vision du taureau qu'elle littéralement idolâtre. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment en filigrane le mythe d'Europe, de Zeus et Europe, sous la forme d'un taureau. Et ce qui est assez curieux, vous allez voir, pour moi, cette séquence, c'est une sorte de réponse à la séquence du massacre dans la grève, puisqu'on va y voir, je ne vais pas tout vous révéler, mais vous allez voir, il y a un montage parallèle assez intéressant. Et ce qui est aussi très curieux à noter, c'est que dans cette séquence qui montre en fait une industrialisation de la viande, il n'y a pas du tout de critique de la mécanisation. C'est pas du tout une critique de l'aliénation que pourrait engendrer la mécanisation. Vous allez voir au contraire tout ce processus extrêmement rationnel et industriel est présenté et vécu comme un rêve, comme une promesse d'un avenir meilleur. Voilà, donc cette abondance se cristallise dans cette figure gigantesque de Fomka, qui est également obtenue par surimpression. On est loin des figures décharnées du début. Un contraste d'échelle dû à la situation de rêve.
Alors vous avez pu voir là sur cette dernière image cet ensemble extrêmement moderne. En fait, c'est un disciple et un émule de Le Corbusier qui a construit ce décor spécialement pour Eisenstein, Bourhoff. Et cette architecture vient justement ici incarner, symboliser cette aspiration à une ère extrêmement rationnelle. Et donc vous avez pu voir comment ici le montage parallèle montre des cochons en pleine forme, extrêmement heureux de vivre, et ensuite leur transformation en viande dans un détail quant à la procédure qui démontre bien d'une certaine fascination. Et comme je vous le disais, il n'y a aucune critique quant à cette industrialisation, bien au contraire. Et là où dans la grève, le massacre permettait d'insister sur la condition opprimée, là c'est tout le contraire. C'est pour ça que je vois cette séquence un peu comme une réponse à ce massacre final de la grève. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette séquence qui est très, très étrange aussi, très fantasmagorique, avec cette figure du cochon qui tourne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus loin dans le film, parce que c'est une séquence assez longue, la séquence se conclut par les termes suivants: vous pensez que c'est un rêve? Eh bien pas du tout, c'est la réalité du kolkhoz. Donc voilà, on partait du rêve de Marfa qui en fait se transforme en réalité, et grâce à ce registre onirique, Eisenstein exprime toute cette ce désir d'abondance avec des images extrêmement fortes. Tout de même, alors là je vous montre simplement un dessin d'enfance d'Eisenstein de 1916, donc c'est quand même il a 18 ans à ce moment-là. On voit qu'il est déjà fasciné par ce processus de transformation de l'animal en viande et en produit de boucherie. Simplement, voilà ce que je voulais dire par rapport à cette séquence, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un message qui se veut positif, mais ça devient plus complexe si on se rappelle qu'elle est inspirée par cette peinture attribuée à Goya, le Colosse, puisque le Colosse est quand même la figure de Saturne dévorant ses enfants. Donc je vous laisse méditer sur les implications que cela pourrait avoir. Alors, j'en viens à ma dernière partie où je voudrais montrer que finalement, cette thématique de la viande et de la boucherie n'est pas du tout anodine chez Eisenstein et qu'elle est au contraire centrale, y compris pour définir son esthétique, puisque l'opération de montage et de découpage serait finalement ces actes de boucher caractéristiques qui s'occupent de cinéma. Et à ce sujet-là, j'aimerais citer Eisenstein lui-même, qui dit « La cruauté et l'implacabilité, le sadisme est la principale névrose indispensable à un réalisateur en général. Sous le rapport des produits sublimés du sadisme, le réalisateur est comparable au chirurgien et au boucher. » Donc voilà, c'est dit, il définit le cinéma comme une boucherie. Et effectivement, dans plusieurs de ses écrits, il revendique cette pulsion de découpage, de démontage, de désarticulation des objets. Et il y a une citation à cet égard qui est assez éloquente, où il explique pourquoi dans ses films il y a autant de démembrement, autant de fragmentation. C'est un peu long, mais c'est très beau, je le cite. « Tout enfant comme il faut fait 3 choses. Il brise des objets, il éventre des poupées ou des montres pour s'informer de ce qu'il y a dedans, il tourmente des animaux. Ainsi se comportent les enfants comme il faut, les bons. Mais moi, j'étais un mauvais enfant. Dans ma jeunesse, je n'ai fait ni la première, ni la deuxième, ni la troisième de ces choses. Je n'ai pas sur la conscience la moindre montre dévissée, la moindre mouche martyrisée, le moindre vase fracassé exprès. Et cela, bien sûr, est très mal. Car il est probable que c'est justement pour cela que j'ai été forcée de devenir réalisateur de cinéma. Effectivement, les bons enfants dont je parle satisfont les démangeaisons de leur curiosité, leur cruauté primitive et leur agressive affirmation de soi grâce au passe-temps relativement anodin que j'ai énuméré. La démangeaison passe avec l'enfance, et à aucun d'eux il ne vient à l'esprit dans l'âge mûr de faire rien d'analogue. Il en va tout autrement du bon petit garçon, contrairement au garnement de type courant. Donc voilà, Eisenstein met sur le compte de cette pulsion de curiosité, de destruction propre aux enfants, son désir de démembrer dans ses films.
Et il va même plus loin, c'est-à-dire que dans sa définition même de l'image, il va procéder à un jeu de mots, puisqu'en russe, un des termes pour désigner l'image, c'est obraz, et il va jouer sur la proximité de ce terme avec un autre terme, abries, qui signifie littéralement la découpe. Donc pour lui, il y a un certain type d'image qui est obraz obries, qu'on peut donc traduire par découpe, et qu'il va particulièrement affectionner dans ses films, où il va découper l'image, découper les corps. Donc là, je vous en donne un bel exemple. C'est toujours dans la ligne générale. C'est un de ces grands et gras possédants qui est ainsi réduit à ce détail. Et dans ses dessins, Eisenstein va lui aussi procéder à une esthétique du démembrement, de la cruauté. Je vous en montre quelques exemples. J'aime beaucoup cette série-là à cet égard. C'est une série extrêmement dense qui comporte une centaine de dessins qu'Eisenstein réalise au Mexique et qu'il consacre à la mort du roi Duncan dans Macbeth. Et comme on peut le voir, il réinterprète de manière très libre cette Shakespeare. Et il imagine des variations innombrables sur le démembrement du corps du roi Duncan par les Macbeth, qui vont jusqu'à le dévorer, à l'assimiler. Et là, je fais référence à la conférence ce matin de Jeremy Köring, qui désignait les rituels d'alimentation, d'ingestion, comme permettant de souder une communauté, donc instituante. Et là, c'est vraiment ce qui va se passer pour les Macbeth. C'est en ingérant le corps du roi qu'ils vont devenir eux-mêmes rois. Plus généralement, Eisenstein voit dans l'opération de montage un besoin anthropologique récurrent. Et pour lui, le mythe de Dionysos qui est démembré par les titans et qui est ensuite ramené à la vie par Zeus est une figure exemplaire du montage. Qui consiste effectivement à décomposer un objet pour mieux le réassembler, mieux le récomposer, de manière à lui conférer une nouvelle qualité et à le transformer en un nouvel objet. Donc cette opération de découpage et de réagencement est absolument fondamentale et définit l'art du cinéma pour Eisenstein. Et d'ailleurs, à ce propos, il envoie un exemple rétrospectivement dans son film La ligne générale, puisqu'à un moment, le fameux taureau Fomka va être empoisonné par les Kulaks, les voisins jaloux, mais il va renaître, entre guillemets, sous la forme d'un tracteur. Et donc Eisenstein décrit cela comme l'acte pur de déchirer le taureau de Dionysos en pièces et sa réémergence des parties en quelque chose de plus grand, de nouveau, un phénix. Alors je voudrais juste maintenant terminer sur des postérités possibles de ce motif eisensteinien de la viande, de montrer comment cette viande si présente dans ces films a pu frapper différents artistes de manière diverse. Tout d'abord, il y a des ressemblances assez frappantes entre ce massacre de la Grève et la série de Lothar aux abattoirs de la Villette, même si les enjeux sont très différents, puisque Lothar cherche à mettre en évidence la dimension sacrificielle et archaïque de la pratique. Et ce n'est pas un hasard, parce que Eisenstein et Lothar se connaissaient très bien. Et lorsqu'Eisenstein vient à Paris avant de partir à Hollywood, il va rencontrer tout le cercle de bataille et il va publier aussi dans Documents des photogrammes issus de la ligne générale. Donc il y a un véritable rapprochement entre ces cercles-là. Autre exemple et d'écho, cette fois-ci c'est à propos de la vermine, chez Buñuel et Dali, qui ont été très marqués par les films d'Eisenstein, notamment Le Cuirassé Potemkin, et Buñuel avait une correspondance avec Eisenstein, ils se sont rencontrés. Et évidemment, il ne s'agit pas de réduire leur fascination pour la pourriture à Eisenstein, mais il est très probable que le cuirassé Potemkin ait alimenté cet attrait-là. Enfin, dernier cas, Francis Bacon, qui est un des grands peintres de la viande. Et ce n'est pas un hasard si Bacon a déclaré à plusieurs reprises s'être tourné vers la peinture
précisément après avoir été frappé par l'imagerie visuelle des films d'Eisenstein, et notamment par le cuirassé Potemkin, dont il a repris le motif de la nurse hurlant dans plusieurs de ses œuvres, et dont notamment celle-ci, cette étude, pour la nurse du cuirassé Potemkin. Donc voilà, une postérité de cette viande assez riche, assez féconde, et qui permet de mesurer à quel point ce thème est central et constitutif de l'esthétique d'Eisenstein. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais poser une question. Alors, j'avais le sentiment, mais c'est peut-être un effet de la sélection des extraits que tu as montrés, qu'il y a eu une forte dichotomie entre les images d'abattoirs négatives qu'on a vues dans les premiers cas, et puis à la fin, l'usine à cochons, où finalement on voit les cochons ni tués ni découpés, mais on les voit simplement nettoyés finalement. On les voit passer dans la vapeur, non, ce qui enlève les poils. Alors, est-ce que ça continue ensuite, ou est-ce qu'on reste vraiment sur ces images de purification de la chair animale qui idéalisent d'une certaine façon le processus de consommation ? Oui, enfin, je ne sais pas si ça idéalise, parce qu'on a quand même beaucoup de détails sur la rôtisserie, et le contraste est assez puissant entre la vie et la mort, mais c'est sûr qu'on ne voit pas la mise à mort des animaux, et donc il n'y a pas du tout ce même propos que dans la grève. Mais ce qui est vraiment... En fait, là, il y a une fascination plus pour l'enchaînement des opérations qui va dénoter cette forme de rationalisation à laquelle on aspire pour passer du côté de la modernisation, et qui va du coup souscrire à ce projet plus général du pays qui doit dépasser ses arriérations et devenir un pays de fer de lance de l'industrie. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que la mort et les nazis ont été aussi inspirés par ces images ? Parce que c'est assez proche, non ? Ce qu'on voit quand de la mort et... Oui, alors ça, après, c'est une critique qui a pu être souvent faite, mais beaucoup plus tard qu'Eisenstein. Il y a eu beaucoup de rapprochements qui ont été faits par les tenants de la cause animale entre les conditions des abattoirs et Auschwitz. Oui, ça a été dit. Après, dire que les nazis ont été inspirés par les images d'Eisenstein, non, je dirais pas jusque-là. De Janine Niepce en train de lire Tintin à son petit-fils. Moi, le dessin d'Eisenstein m'a fait penser à Tintin en Amérique, où il imagine aussi les usines tayloriennes avec effectivement un bœuf qui rentre dans une machine et qui se termine en saucisse. Il y a la même fascination de l'autre côté de l'Atlantique pour cette rationalisation industrielle. Donc voilà, à la même époque en plus, puisqu'on parle de 1929 aussi. C'est juste une remarque, un peu un rapprochement visuel, quoi. C'est vrai qu'on peut penser aussi à la fascination de Marx pour la métamorphose de la marchandise. Encore une fois, il y a peut-être des effets involontairement ironiques de la part d'Eisenstein, mais parce qu'on pourrait tout à fait y voir une critique aussi de la fabrication de la marchandise qui hypnotise. C'est une fantasmagorie aussi, ce qu'on voit là. Mais c'est sûr qu'il y a très clairement à ce moment-là une fascination pour ce processus de transformation à grande échelle. Voilà, à la fois fascination, puis là, de la part d'Hervé, il y a aussi une forme de cauchemar. Enfin, c'est un peu une image un peu cauchemardesque, cette usine. Oui. Enfin, il me semble. En tout cas, quand je le lisais enfant, ça m'impressionnait beaucoup, moi, cette machine à saucisses industrielle. Et moi, je pense à un autre film qui rapproche, là, pour le coup, de la même manière qu'Eisenstein, l'idée du bétail, de l'abattoir et de l'image du peuple. C'est un film beaucoup plus récent. Alors, je ne suis pas une très grande cinéphile, mais c'est un film américain qui s'appelle Sheep, et qui est c'est un film indépendant
et qui raconte l'histoire, c'est dans les années 70, elle raconte l'histoire d'un ouvrier dans un abattoir, et qui a justement, on a sans arrêt des images entre ces troupeaux qui rentrent sans arrêt dans l'usine, qui vont se faire abattre, cette façon mécanique de traiter l'animal, et cet ouvrier ces ouvriers qui vivent une vie absolument terrible et morne. Voilà. Et ça me faisait penser à cette condition de l'ouvrier dans l'abattoir. Évidemment, elle a quelque chose à voir avec cette façon d'appréhender le peuple comme du bétail aussi, quoi. Merci pour la référence. Après, il faudrait voir s'il n'y a pas une influence, justement. Peut-être. Alors, c'est un cinéaste indépendant dont il y a eu une rétrospective, je crois, il y a 2 ans, en forme des images. J'ai oublié son nom. C'est un Nord-américain et qui a une carrière quasiment autodidacte. Voilà. D'accord, j'irai voir. Merci. Oui, juste un point qui me questionne aussi, c'est que est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de propagande, c'est-à-dire... Bien sûr. Ah oui, non, mais ça, c'est évident. C'était des films un peu sur commande Ah oui, tout à fait. Il n'avait pas tellement le choix. C'est pour ça que j'ai insisté et j'ai pointé le sous-texte peut-être avec Goya. Peut-être qu'il y a une forme de critique. Il n'a pas le choix. Il doit faire l'apologie de cette transformation qui est extrêmement coûteuse en vie humaine et dramatique. Mais d'ailleurs, peut-être que justement, ce registre du rêve permet aussi de créer une ambiguïté, une fuite par rapport à ça.